Salutations chers auditeurs, abonnés et autres voyageurs de passage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un cas troublant concernant la personne d'Alain L., un pêcheur à pied professionnel aguerri des alentours de Granville. Un cas qui se déroula lors de l'automne 1979. Alain L. vit le jour le 15 février 1949 en Basse-Normandie, au sein d'une famille modeste. Dès son plus jeune âge, il grandit en symbiose avec la mer, qui deviendra rapidement pour lui une source d'obsession et d'émerveillement. Élève plutôt médiocre à la petite école de campagne qu'il fréquentait, et qui par ailleurs fut également celle de votre humble narrateur, Alain préférait de loin s'évader en pleine nature, loin des bancs d'école. Il trouvait son bonheur à arpenter les rivages, pratiquant l'école buissonnière pour pêcher à pied les coques et autres fruits de mer qu'il aimait savourer sur place. Cette passion dévorante pour la mer, née dès l'enfance, allait le mener, bien des années plus tard, à vivre une expérience hors du commun, là où les éléments et l'inconnu se rencontrent. À l'âge de 8 ans, Alain connaît un drame qui marquera à jamais son existence. Il perd ses parents dans un terrible accident de voiture. Orphelin, il est alors confié aux soins d'une femme mystérieuse, Louise, une amie proche de sa mère. Louise vivait dans une demeure imposante, faite de belles pierres anciennes, héritée de son père. Cette maison spectaculaire et chargée d'histoire était située face à la mer, offrant à Alain une vue imprenable sur cet horizon qu'il aimait tant. Malgré la douleur de la perte, la beauté de ce lieu parvint quelque peu à apaiser le cœur du jeune garçon. Il trouvait un certain réconfort dans cette maison, d'autant plus que Louise, outre son allure énigmatique, possédait une expertise rare et précieuse. Elle était une véritable spécialiste de la pêche à pied. Sous son aile, Alain approfondit ses connaissances, perfectionnant sa technique et nourrissant encore davantage sa fascination pour la mer et ses mystères. À la mort de Louise, alors qu'Alain n'a que 16 ans, un nouveau chapitre s'ouvre dans sa vie. La demeure, avec son charme ancien, est rachetée par un couple de Parisiens, séduits par la beauté envoûtante du lieu. Tombés amoureux de cette propriété unique, ils décident d'en faire leur résidence secondaire, n'y venant que pour les vacances. Reconnaissant le lien profond qu'Alain entretient avec cette demeure depuis son enfance, il lui confie la garde de cette dernière. Alain devient alors le gardien de cette demeure de pierre, chargé de veiller sur son terrain, ainsi que le jardin, et de protéger ses richesses d'éventuels cambrioleurs. La maison recèle en effet un mobilier d'époque d'une grande valeur, des lustres en cristal d'une rare beauté, ainsi que diverses œuvres d'art précieuses, témoins silencieux d'un passé raffiné. Désormais, il vit dans une petite caravane discrètement installée sur le terrain, à l'ombre de cette demeure qu'il connaît dans les moindres détails. En plus de ses tâches de jardinier et de gardien, il conserve les clés de la maison, veillant à l'aérer régulièrement. Alain exerce la pêche à pied de manière professionnelle, capturant toutes sortes de coquillages qu'il revend aux mareyeurs locaux à des prix avantageux. Mais sa véritable expertise se révèle dans une technique de pêche plus particulière, connue sous le nom de corde de pied. Cette méthode exige un savoir-faire précis et une patience à toute épreuve. Le procédé consiste à planter des petits piquets en bois dans le sable, espacés d'environ 2 mètres, les uns des autres. Sur ces piquets est fixée une corde marine solide, à laquelle sont attachés des empecs, des fils de crin. À l'extrémité de chaque empec se trouve un hameçon en acier inoxydable, conçu pour résister aux conditions marines les plus rudes. Alain y fixe ensuite un appât soigneusement choisi, souvent du blanc de seiche ou du lançon, que l'on appelle familièrement la bête. Cette méthode minutieuse et traditionnelle lui permet de capturer diverses espèces de poissons. Chaque jour, Alain met en place ses appâts avec une précision méticuleuse, et la nuit, il retourne à la mer pour récupérer sa pêche. Il profite de ses nocturnes pour réajuster ses lignes et renouveler les appâts, perpétuant ainsi un cycle continu pendant toute la durée de la marée. Les sols, les turbos, les carlets et autres barres figurent parmi ses prises habituelles. Grâce à son acharnement et à son courage, il parvient à amasser des sommes d'argent considérables, lorsque les conditions météorologiques sont favorables. Cependant, une fois les gains réalisés,
Alain se tourne vers une autre facette de sa vie. Il fréquente assidûment le casino voisin, dépensant ses gains dans des soirées extravagantes. Le champagne coule à flot et les bouteilles se succèdent sur les tables. Les jeunes femmes et les compagnons de soirée sont souvent là pour profiter de sa générosité. Et Alain, malgré son argent, semble entouré de faux-semblants. Ce luxe ostentatoire et cette vie nocturne contrastent vivement avec son quotidien solitaire, marqué par un mal-être permanent qu'il peine à dissimuler. Les week-ends, Alain se transforme en un personnage à part entière. Il danse pieds nus sur la piste de danse, vêtu de son bot de travail, ce qui amuse et divertit les clients de la discothèque. Cette excentricité, loin de déranger le propriétaire du casino, est même encouragée. Évidemment, en raison des sommes astronomiques qu'il dépense. Lors d'une nuit sans lune et pluvieuse, de novembre 79, Alain prépare méticuleusement son matériel comme à l'accoutumée. Il se dirige une fois de plus vers les bancs de sable du Tablé, un endroit situé à plusieurs kilomètres en mer, où cette dernière s'est retirée loin sur l'horizon. Ce lieu, véritable no man's land de sable à perte de vue, que j'ai moi-même exploré à plusieurs reprises, est d'une sinistrose et d'un danger extrême pour quiconque n'est pas expérimenté. Le terrain est impitoyable. Le brouillard peut tomber subitement, enveloppant tout d'une brume opaque, et la mer peut remonter à une rapidité fulgurante. Une erreur, même minime, surtout dans l'obscurité de la nuit, peut se révéler fatale. C'est dans ce cadre périlleux que se déroule sa rencontre inusitée. Cette nuit-là, armé de sa lampe frontale, Alain se penche avec précision, comme d'habitude, sur chaque hameçon pour y déposer son appât. La pêche est excellente. Il y a des barres de 2 kilos, ainsi que des turbos imposants, promettant une fête bien arrosée pour les jours à venir. Cependant, alors qu'il s'active dans cette routine familière, un phénomène inattendu survient. Soudainement, il se retrouve encerclé par un faisceau de lumière intense, comme un projecteur de lumière blanche descendu directement du ciel. Cette lumière éclatante et inondante contraste vivement avec l'obscurité environnante, le plongeant dans une illumination surnaturelle. Absolument terrifié, Alain abandonne ses appâts et se met à courir à toute vitesse. Mais en moins de 2 secondes, il se retrouve encerclé par 3 sphères de lumière, chacune, d'après ses dires, mesurant entre 8 et 10 mètres de diamètre. Un son étrange, presque un bourdonnement, résonne dans sa tête, ajoutant à la confusion et à sa panique croissante. Soudain, Alain se sent soulevé du sol à environ 2 mètres de hauteur, avant de retomber sur le sol. La force du choc le laisse un peu étourdi. Puis plus rien. Les sphères ont disparu, laissant place à une nuit d'un calme troublant. En proie à une terreur indescriptible, Alain court sans relâche jusqu'à chez lui. Une fois arrivé, il se barricade à double tour dans sa petite caravane, incapable de trouver le sommeil. La nuit est longue et agitée, marquée par un sentiment d'angoisse omniprésent et la réminiscence de l'expérience inexplicable qu'il vient de vivre. Au petit matin, Alain se réveille avec un bourdonnement incessant dans les oreilles, accompagné d'un profond mal de tête qui martèle ses tempes. En se regardant dans le miroir, il découvre avec stupéfaction que la peau de son visage a pris une teinte brunâtre, comme s'il avait été brûlé par une exposition prolongée à un soleil implacable. Ce changement soudain et inexplicable de son apparence le laisse déconcerté, renforçant la sensation d'irréalité de l'expérience qu'il a vécue la nuit précédente. Il faudra plus d'1 an à Alain pour retrouver le courage de reprendre ses activités. Mais ce temps sera marqué par une descente aux enfers. Pendant de longs mois, il se retranche chez lui,
s'isolant du monde extérieur. La solitude et les souvenirs de cette nuit le rongeaient peu à peu, le poussant à sombrer dans l'alcool. Les bouteilles deviennent ses compagnes silencieuses, un refuge temporaire pour échapper à l'inexplicable. Il finira par se confier à quelques personnes de confiance. Mais ces confidences ne rencontrent que scepticisme et moquerie. De simple pêcheur à pied respecté, il devient la risée de son entourage. Accablé par le poids du ridicule, il décide de ne plus jamais évoquer cette nuit terrifiante. Le sujet devient un secret bien gardé, enfoui dans les méandres de sa mémoire. Et puis un jour de l'été 2001, Alain décida de me raconter toute l'histoire. C'était une chaude soirée, et autour de plusieurs verres, les mots commencèrent à couler, révélant les détails troublants de cette affaire. Le ton de sa voix, le regard hanté dans ses yeux, tout en lui trahissait encore la peur qu'il avait ressentie. Pour la première fois depuis des années, Alain brisait le silence, me confiant son récit avec une intensité qui ne laissait aucun doute sur la réalité de ce qu'il avait vécu. Je ne sortais plus. J'étais pétrifié par la peur. Les gens se moquaient de moi et disaient que j'étais trop idiot, débile, que c'était pour cette raison que les extraterrestres ne m'avaient pas enlevé. Mais moi je sais ce que j'ai vu, nom de Dieu. Pendant des nuits, je sentais leur présence autour de ma caravane. Ils grattaient contre les vitres et parfois une lumière blanche, aussi intense qu'un soleil, envahissait l'intérieur. J'étais sûr que j'allais devenir fou. Et puis un jour, tout s'est arrêté. Le silence est revenu. Mais la peur, elle allait rester. Elle est restée longtemps, ancrée en moi. Malgré cela, j'ai attendu des mois avant de reprendre la pêche. Je n'avais pas le choix, il fallait bien que je gagne ma croûte. Mais je n'étais plus le même. Non. Le souvenir de ces nuits hantées m'accompagnait partout. En 2015, lors d'une visite à ma famille, qui vivait dans ce même petit village, je décidai de faire un détour par la petite boutique du coin, histoire de ne pas arriver les mains vides. En déambulant dans les allées étroites, je tombai nez à nez avec Alain. Il me reconnut immédiatement, et avec un sourire fatigué, il me dit « Bonjour, ça fait bien longtemps ». Mais je remarquai tout de suite qu'il se tenait la tête, visiblement en proie à une douleur intense. Plus tard, alors que je me rendais chez ma famille à pied, mon attention fut attirée par la présence d'un camion de pompiers garé dans un champ à proximité. Un mauvais pressentiment me traversa, et mes craintes se confirmèrent. Alain venait de décéder. Après tant d'années de souffrance, il était enfin libéré de ses démons intérieurs.